Je n'ai pas été invitée au mariage de ma sœur. Je l'ai découvert en tenant une assiette en carton remplie de salade de macaroni, debout entre la table de limonade et une glacière pleine de bière. C'était en juin, il faisait si chaud que les fourchettes en plastique se pliaient quand on essayait de prendre de la salade de pommes de terre. Ma tante venait de lancer une playlist de Tracy Lawrence, et le petit d'un de mes cousins pleurait près du château gonflable. C'est ma cousine Jenny qui l'a dit. Elle venait juste de s'approcher du barbecue, repoussant ses cheveux d'un geste de la main, un hot dog dans l'autre. Et elle a dit gaiement. Tu prends l'avion pour le grand jour de Méline ou tu vas juste y aller en voiture? J'ai cligné des yeux. Quel grand jour? Elle a ri, pensant que je faisais de l'ironie. Le mariage, voyons. Elle épouse enfin ce type avec le gel dans les cheveux. James, non? J'ai souri comme si je comprenais parfaitement de quoi elle parlait. Ah oui. Bien sûr. Puis je me suis éclipsée sous prétexte d'aller vérifier les œufs mimosa, ce qui voulait dire m'asseoir dans ma voiture avec la clim à fond, en essayant de respirer à travers le silence étrange et soudain dans ma poitrine. Méline était ma petite sœur. Je l'ai en partie élevée après la mort de papa. J'ai tenu ses cheveux quand elle a vomi à sa première soirée d'université, et je lui ai envoyé de l'argent plus d'une fois quand elle oubliait que le loyer était dû. C'est moi qui lui ai posté une couverture lestée pendant ses premières crises d'angoisse, et c'est moi qui suis restée au téléphone avec elle le soir où elle pensait que James la trompait. Et maintenant, elle l'épousait. Avec des arrangements floraux, une salle, et apparemment une liste d'invités sur laquelle je ne figurais pas. Je suis restée 10 minutes dans ma voiture à essayer de comprendre si j'étais blessée, en colère ou simplement fatiguée. La réponse, c'était, les trois. À l'intérieur de la maison, quelqu'un avait entamé le gâteau aux fraises. Depuis la fenêtre, je voyais Jenny discuter avec ma mère, vêtue de sa robe d'été bleu pâle habituelle, l'air parfaitement serein, comme si tout allait exactement comme il devait. J'ai regardé l'assiette dans ma main. Les macaronis suaient sous la chaleur. Ils avaient organisé un mariage. Un mariage que ma sœur n'avait même pas mentionné. Et j'étais apparemment la seule à avoir l'air surprise. J'ai attendu 2 jours avant d'appeler ma mère. Ce n'était pas pour me calmer. Je n'étais pas exactement en colère. Je ne cherchais même pas des excuses. Je crois que j'avais juste besoin de l'entendre le dire à voix haute, qu'ils avaient tout organisé sans moi. Elle a décroché à la 2e sonnerie. « Coucou ma chérie », dit-elle d'une voix chaleureuse et efficace, celle qu'elle utilisait avec les caissiers et les bénévoles de l'église. Je pouvais l'imaginer dans la cuisine, essuyant le plan de travail avec un torchon, le téléphone coincé entre sa joue et son épaule. « Tout va bien? J'ai juste une petite question, ai-je dit, en essayant de garder un ton léger. Est-ce que Méline se marie? Un silence. Un souffle. Le bruit d'un frigo qu'on referme. Eh bien, dit-elle, comme si je lui avais demandé si le courrier était arrivé. Oui. Le mois prochain, en fait. On ne savait pas si tu serais disponible. Je ne savais même pas que ça avait lieu. Elle a ri doucement. Au clair, ne fais pas ta dramatique. Ce mot, encore. Dramatique. C'était le même ton qu'elle avait utilisé quand j'avais pleuré aux funérailles de papa et qu'elle m'avait dit de me ressaisir. Le même ton que lorsqu'elle m'avait eu au téléphone, en larmes, après avoir perdu mon emploi il y a 5 ans. Ne dramatise pas, ma chérie. Tu retomberas sur tes pieds. J'ai laissé le silence s'installer entre nous. Tu sais, a-t-elle repris. Méline voulait vraiment quelque chose de petit. Juste la famille. Je suis de la famille. Elle a soupiré. Oui, mais tu es toujours en vadrouille, et ce genre de choses devient vite compliqué. Les parents de James ont eu leur mot à dire, et les places étaient limitées. Tu comprends. Je ne comprenais pas. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas le dire. Tu n'es pas fâchée, hein? Demanda-t-elle, soudain plus douce. Je ne sais même pas ce que je ressens. Un autre silence. Celui-ci était plus lourd. Puis elle a dit. On pensait que ce serait plus simple comme ça. Moins de pression pour tout le monde. Plus simple. Voilà le mot. Ce n'est pas qu'il m'avait oublié. C'est que j'étais la plus facile à effacer. Je lui ai dit que je devais retourner travailler, même si je ne travaillais pas ce jour-là. Elle a dit, très bien, ma chérie. Et juste comme ça, on a raccroché. Je suis restée longtemps à fixer mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon agenda, j'ai fait défiler jusqu'au mois suivant, et j'ai regardé le week-end du mariage. Rien de prévu. Pas d'invitation. Pas de place à table. Je n'ai pas claqué de porte. Je n'ai rien posté en ligne.
Je n'ai pas appelé Méline pour lui demander des comptes, ni rédigé un long message triste auquel personne n'aurait répondu. À la place, j'ai acheté un billet pour l'Islande. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mes collègues. Ni à mon voisin, qui récupérait habituellement mon courrier quand j'étais absente. Pas même à mon amie Julia, qui m'avait soutenue à travers 2 ruptures et un licenciement, et connaissait ma commande de café mieux que le barista. J'ai simplement cessé de répondre aux messages. Ce vendredi-là, j'ai soumis une demande de congé au service RH, fait une petite valise, et laissé un simple post-it sur mon frigo. Parti. Ne m'attendez pas. Le vol de Boston à Reykjavik fut silencieux. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. J'ai fixé la carte de vol sur l'écran minuscule du dossier devant moi, une ligne blanche lumineuse arc-boutée au-dessus du Groenland comme une cicatrice. Au lever du soleil, je me tenais dans une cabane de location creusée à flanc de collines volcaniques, à moitié recouverte de mousse et de silence. Le lac à l'extérieur semblait gelé, même s'il ne l'était pas. Les fenêtres s'embuaient le matin. La douche sentait légèrement le soufre. J'ai adoré immédiatement. Pendant 24 heures, je n'ai pas regardé mon téléphone. Le 2e jour, j'ai marché jusqu'au bord du lagon. Il y avait un banc en bois, à moitié enfoui sous la neige, et je me suis assise là jusqu'à ne plus sentir mes mains. J'ai pris une photo. Elle n'était pas parfaite. Je ne souriais pas. Juste une silhouette en manteau de laine, assise près de l'eau calme sous un ciel blanc. Pas de légende. Pas de tag. Juste l'image. Je l'ai postée en story sur Instagram. 10 minutes plus tard, la liste des spectateurs s'est affichée. Méline. Ma cousine Jenny. Ma mère. Personne n'a rien dit. Je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas le but. Le but, c'était qu'il me voie. Pas à la fête prénuptiale. Pas au dîner de répétition. Pas au brunch de préparation du mariage dont je n'avais même pas entendu parler. Mais ici, dans un pays de glace, de vapeur et de silence. J'étais devenue, brièvement, visible. Je n'ai rien posté le lendemain. J'ai simplement vécu. J'ai bu du café amer dans une tasse en céramique et regardé le brouillard s'étendre sur le lac. J'ai écrit dans mon journal. Rien de poétique, juste des listes de choses que je n'avais pas à faire ici. Pas de bavardage. Pas besoin de faire semblant d'aller bien. Pas de réponse à envoyer. Pas de liste de mariage. Juste moi, et le bruit de la glace qui se déplace dans le vent. Je savais que le mariage avait lieu ce week-end-là, même si personne ne m'avait dit la date à voix haute. Je l'ai deviné comme on devine la plupart des choses que votre famille préfère vous cacher. Par les réseaux sociaux. Par des commentaires entre les lignes. Ma cousine Trish avait posté un boomerang de coupe de champagne qui s'entrechoquait, avec la légende. L'amour est dans l'air. Et quelqu'un d'autre avait tagué un hôtel boutique à 2 heures d'Albanie. C'était suffisant. Le samedi matin en Islande était argenté et paisible. Je me suis assise près de la fenêtre, une couverture sur les genoux, et j'ai regardé la lumière ramper lentement sur le lac. Il n'y avait pas de cloche d'église ici. Pas de playlist de mariage. Pas de demoiselles d'honneur riant derrière des portes closes. Juste la neige. La vapeur. L'immobilité. J'ai fait de la bouillie d'avoine. Je n'ai pas consulté mon téléphone. En fin d'après-midi, le mariage avait probablement commencé. Peut-être que Méline marchait dans l'allée, dans une robe en dentelle sans manches. Notre mère pleurait au bon moment. J'ai imaginé un éclairage doux. Des fleurs pastel. Une joie filtrée. Et quelque part dans les photos, il y aurait une chaise vide. Pas de manière évidente. Ils auraient rempli la place ou réorganisé la rangée. Mais je savais où j'étais censée être, et je n'y étais pas. Ce soir-là, j'ai posté une nouvelle image. C'était juste ma main, tenant une tasse en céramique devant le décor du lac gelé. Le ciel était lavande. Mon vernis écaillé sur un doigt. Rien de glamour. Rien de posé. Pas de légende. Encore une fois, la liste des spectateurs s'est affichée en quelques minutes. Méline. Notre mère. 2 de ses amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Toujours aucun message. Toujours aucun mot. Mais cette fois, je l'ai senti. Le silence avait changé. Ce n'était plus une absence. C'était une présence retenue. Je les ai imaginés, scrollant leur téléphone entre 2 danses ou entre le dessert et le discours, voyant ma publication dans un moment de pause et se demandant si cela voulait dire quelque chose. Ça en voulait. Ça voulait dire que je savais.
Ça voulait dire que je regardais, pas par jalousie ni par malveillance, mais parce qu'un jour, j'avais compté ici. Et que ce n'était plus le cas. Pas assez pour être invité, mais assez pour hanter la bordure du cadre. Je n'ai plus rien posté pendant 2 jours. Qu'ils remarquent le silence. Qu'ils y projettent l'histoire dont ils avaient besoin. Je n'avais rien à ajouter. 3 jours après le mariage, je me suis réveillée au son de mon téléphone vibrant sur la table de chevet. Il était à peine 6 heures du matin, et dehors, le ciel était d'un gris pâle, ce genre de couleur qui vous fait oublier que le soleil a jamais existé. Le téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages. Des appels manqués. Encore des messages. Au début, j'ai cru que quelqu'un était mort, mais les noms qui s'affichaient racontaient une autre histoire. Lindsay. Tante Carole. Ma mère. Puis la colocataire de fac de Méline. Et enfin Julia, la seule qui m'ait jamais vraiment dit la vérité. Son message était bref. Pas de salut, pas de détour. Tu dois voir ça. Elle avait joint un lien. Un TikTok. Aucune explication, juste une miniature qui montrait ce qui ressemblait à une salle de réception, avec quelque chose de flou projeté dans les airs. J'ai hésité. Je n'étais pas sûre de vouloir l'ouvrir. Pas sûre de vouloir savoir. Mais j'ai cliqué. La vidéo commençait en plein chaos, des cris, des exclamations, de l'agitation. Une demoiselle d'honneur hurlait. Pas de joie, mais de rage, sa voix brisée alors qu'elle lançait un bouquet à travers la pièce. Pas un geste de cérémonie, mais de colère pure. Les gens se levaient, se retournaient, reculaient. Quelqu'un a renversé un centre de table. Du verre s'est brisé quelque part, hors champ. Puis la caméra a trouvé Méline. Elle pleurait. Pas de petites larmes élégantes, mais des sanglots, le visage rouge, le mascara coulant. Elle criait quelque chose, mais le son était déformé. La voix qui a suivi était plus claire. Tu étais ma meilleure amie, m'a dit. Ma demoiselle d'honneur. Et tu couchais avec lui depuis le début. La voix appartenait à Rachel, sa meilleure amie depuis la première année de fac. La même qui avait aidé à organiser l'enterrement de vie de jeune fille. La même qui, apparemment, avait prévu d'épouser James elle-même. Mon estomac s'est noué. Une autre voix, celle d'un invité, à moitié hilar de stupéfaction, a dit. C'est la demoiselle d'honneur. La caméra a légèrement pivoté pour montrer James figé entre elles, les mains levées comme un homme tentant d'apaiser 2 bêtes sauvages. Il a dit quelque chose que personne n'a compris. Peu importait. La foule avait déjà commencé à se disperser, les invités chuchotaient, prenaient leurs manteaux, rassemblaient leurs sacs. Une femme est sortie avec sa serviette encore à la main. La vidéo se terminait sur Méline s'effondrant au sol. Je l'ai regardée 2 fois. Puis j'ai retourné mon téléphone et j'ai fixé le plafond de ma cabane. Les poutres en bois craquaient dans le froid. Dehors, un oiseau a poussé un cri que je ne savais pas nommer. Le téléphone a recommencé à vibrer. Des messages vocaux. Des appels manqués. De nouveaux textos s'empilaient sur les anciens. Personne n'a prononcé les mots. Mais ce n'était pas nécessaire. S'il te plaît, rappelle-moi. Ta sœur est en miettes. On a besoin de toi à la maison. Claire, s'il te plaît. Vers midi, j'avais un message vocal de ma mère, sa voix flottait comme un vieux signal radio venu d'une autre vie. Elle disait que Méline ne mangeait plus. Que la famille avait honte. Que les gens parlaient. Elle n'a pas dit que j'avais eu raison. Elle ne s'est pas excusée. Elle ne m'a pas demandé comment j'allais. Elle a simplement dit. On ne sait pas quoi faire sans toi. Je me suis assise près de la fenêtre, les pieds nus posés sur le sol froid, regardant le lac frissonner sous le vent. Mon téléphone a encore vibré. Cette fois, c'était Rachel. Pas un appel, juste un message. Je suis désolée que tu n'aies pas été là. Tu m'aurais probablement empêché. Elle se trompait. Je ne l'aurais pas arrêtée. J'aurais laissé la vérité entrer, comme je l'avais fait. En début d'après-midi, mon téléphone ne sonnait plus, il suppliait. Les messages vocaux n'étaient plus secs ou agacés. Ils étaient plus doux, maintenant. Ma mère en avait laissé 6 en moins de 3 heures. Chacun un peu plus inquiet que le précédent. Dans le 3e, elle pleurait ou essayait. Sa voix se brisait à des endroits où elle ne s'était jamais brisée avant. Claire, a-t-elle murmuré. Ta sœur est dévastée. Je ne crois pas qu'elle ait quitté sa chambre depuis samedi. On ne sait plus quoi lui dire. On a besoin de toi à la maison. Tu as toujours été celle sur qui on pouvait compter. Celle qui tient tout ensemble.
encore cette phrase. Celle qui est forte. Celle qui sait porter les autres. Celle qui ne demande jamais à être portée. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé et je suis sortie, laissant la vapeur réchauffer mon visage pendant que le vent s'infiltrait dans mes manches. Le ciel au-dessus de moi était infini, bas, silencieux. J'ai pris une photo de l'horizon, une lumière rose pâle posée sur le bord d'un glacier, et je l'ai postée sans un mot. 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Elle ne va pas bien. Elle ne fait que demander après toi. Claire, s'il te plaît. Juste 5 minutes. C'était de la part de la sœur de mon père, une femme qui m'avait dit, après sa mort, que les filles aînées sont comme des mères supplémentaires. J'avais 15 ans. J'ai regardé la neige dériver sur la marche du perron. Et je n'ai rien dit. Ce soir-là, un message est arrivé de Méline elle-même. Pas un appel, juste un texto. Je sais que je t'ai blessé. Je ne pensais pas que ça te toucherait autant. Je croyais que tu ne voulais plus faire partie de tout ça. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Je suis restée longtemps à fixer le message. Pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que c'était la première chose vraie qu'elle me disait depuis des années. Mais ce n'était pas suffisant. Pas après toutes ces fois où elle avait accepté mon aide sans accepter ma présence. Pas après m'avoir laissé disparaître de la photo de famille sans même se demander si j'étais encore là. Ils ne me regrettaient pas. Ils regrettaient ce que je faisais pour eux. Et maintenant que tout s'écroulait, ils voulaient que l'échafaudage revienne. Mais je n'étais plus faite d'acier. J'étais devenue glacier, froide, immobile, inébranlable. Il était presque minuit quand le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, j'ai décroché. Pas par pardon. Pas parce que je m'étais adoucie. Juste parce que je ne voulais pas que le silence dise tout à ma place. Claire, a soufflé ma mère, comme si elle retenait sa voix depuis des heures. Je n'ai rien dit. Elle a attendu, puis a rempli le silence comme elle l'a toujours fait, avec des explications déguisées en attention. Elle ne va pas bien, a-t-elle dit doucement. Madeleine, elle mange à peine. Elle ne descend plus. Elle demande sans cesse si tu as répondu. J'ai entendu le tintement de quelque chose en céramique en arrière-plan. Sa cuisine, sûrement. Probablement la même tasse bleue qu'elle utilisait toujours quand elle voulait paraître plus douce. J'aimerais que tu sois ici, a-t-elle ajouté. J'ai regardé par la fenêtre de ma cabane. Dehors, le lac s'était figé comme du verre. Le ciel était bas et infini, un froid si intense que le son lui-même semblait réduit. Je l'ai été, ai-je dit enfin, pendant des années. Vous ne m'avez juste pas vu. Il y eut un silence. Pas défensif. Pas pressé. Juste, immobile. Je ne savais pas que tu ressentais ça, a-t-elle dit, sa voix plus mince maintenant. Tu ne l'as jamais dit. Personne n'a jamais demandé. Elle a expiré, pas tout à fait un soupir. Juste le son de quelqu'un qui comprend qu'il n'y a plus de scénario qui fonctionne. Je suis désolée, a-t-elle dit. Mais cela sonnait comme une question. Je n'ai pas répondu. Quelque part dans le silence, elle a compris. Parce que, pour une fois, elle n'a pas essayé de réparer. Pas d'excuses. Pas de réécriture douce de l'histoire. Juste le bruit de sa respiration, le carillon lointain d'une horloge en arrière-plan, le calme de deux personnes qui réalisent que quelque chose s'était terminé depuis longtemps. Et que ceci n'était que l'écho. Est-ce que tu rentres à la maison, a-t-elle demandé au bout d'un moment. J'ai regardé autour de la pièce, le plancher en bois, la couverture en laine sur la chaise, le bruit du vent contre les vitres. Tout était simple. Tout m'appartenait. Non, ai-je dit doucement. Je crois que je suis enfin chez moi. On ne s'est pas dit au revoir. On a juste laissé l'appel s'effacer. Je suis restée là un moment, à écouter le silence. Ça ne faisait plus mal. Ça ne me réconfortait pas non plus. C'était juste vrai. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. La cabane était immobile, le genre de silence qui ne demande rien de vous. J'ai enfilé un gros pull et je suis sortie sur la terrasse arrière. Le lac en contrebas était lisse comme du verre, reflétant l'or pâle d'un soleil levant. Le ciel s'étendait vaste et vide, et pour une fois, ce vide ressemblait à la paix. J'ai fait du thé, griffonné quelques lignes dans mon journal, puis sorti le papier à lettres épais que j'avais emporté de chez moi sans jamais l'utiliser. J'ai écrit une seule lettre. Courte. Simple. Pas d'accusation. Pas de liste de ce qui avait été fait ou non. Juste ceci. J'espère que tu trouveras la paix.
J'espère que tu diras la vérité. J'espère que la prochaine fois, l'invitation viendra avant les excuses. Claire. Je l'ai signé de mon nom complet, plié avec soin, adressé à la maison où j'ai grandi. Sans adresse de retour. Plus tard dans la journée, je suis allée en ville et je l'ai déposé dans une boîte postale rouge près d'une boulangerie qui sentait la cardamome et la cendre. L'homme derrière le comptoir m'a salué en passant, me reconnaissant de la veille. Il fait froid aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai souri. Moins qu'hier. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée au bord du lagon. Un seul banc faisait face à l'eau. Je m'y suis assise un moment, sirotant un café dans un gobelet en carton, regardant la vapeur monter et disparaître. Mon téléphone était toujours dans ma poche intact. De retour à la cabane, j'ai posté une dernière photo. Une chaise. En bois. Vide. Enveloppée de neige. Au-delà, le lac. Sans légende. Mais je savais qu'il la verrait. Pas parce qu'il me suivait. Mais parce que les gens finissent toujours par remarquer ce qui manque quand le silence dure trop longtemps. Ce soir-là, je n'ai pas vérifié mes messages. Je n'ai pas fait défiler l'écran. Je ne me suis pas demandé ce qu'il disait là-bas. À la place, j'ai préparé une soupe. Allumé une bougie. Tiré une couverture sur mes genoux et lu la même page d'un livre 3 fois. Pas parce que j'étais distraite. Mais parce que je n'étais pas pressée de quitter le silence. Il n'y avait aucune victoire là-dedans. Juste de la clarté. Aucune clôture. Juste de l'espace. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effacée. Je me sentais